Eh bien, bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur notre plateau, sur Point de rupture, Pierre-Antoine Plaquevent, écrivain, essayiste, penseur, et qui est taxé de faire partie de cette droite française aujourd'hui qui regarde les choses un peu d'une façon différente. Et une des raisons pour laquelle on l'a ici, c'est parce qu'il nous a été recommandé par de nombreuses personnes et donc, moi, je vais me faire un plaisir énorme à lui poser pas mal de questions et surtout à creuser sa pensée sur des sujets d'actualité relativement brûlantes. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'importance de l'affaire Epstein. Là, nous sommes le mercredi 4 février au moment de l'enregistrement et il va sans doute paraître le 5 ou le 6 février quand vous allez pouvoir la voir sur notre chaîne. Donc, tout d'abord, je voudrais te dire bonjour Pierre-Antoine et on est ravis de t'avoir ici avec nous. Bonjour John, merci de l'invitation. Ben, je t'en prie. On va commencer avec Epstein. Je sais que je te prends un peu à froid et c'est pas nécessairement les choses dont tu voudrais parler le plus, mais on va aborder d'autres choses. Mais je me dois quand même d'ouvrir tout ceci parce que, outre le côté purement scandaleux de l'affaire, il y a des choses qui font dresser les cheveux, même sur les plus grands complotistes qui puissent exister. Les choses qui sont en train de sortir vont même au-delà du Pizzagate, au-delà de beaucoup d'autres choses. Et il y a vraiment des horreurs qui sont en train de sortir. Mais quelque part, tout ceci vient d'une des forces, je crois, de l'Amérique. Et ça, j'en parle étant américain moi-même. Et c'est quelque chose à quoi je suis très attaché. On est attaché à notre Bill of Rights, c'est-à-dire les 10 premiers amendements qui sont tous les droits, dont le premier qui est le droit de la liberté d'expression et qui est accompagné très vite après par le droit de porter arme pour que se soulever, pour organiser des milices, pour se soulever contre un gouvernement qui deviendrait tyrannique. Ça étonne énormément de gens, ce genre de choses, mais ça fait partie de nos traditions et cette complexité et contradiction très américaine, où on a une constitution qui, en fin de compte, est une des rares constitutions négatives au monde. Elle est petite, mais elle est négative dans le sens où elle a été écrite par James Madison surtout pour limiter le pouvoir du gouvernement. Et grâce à ça, il va y avoir des choses qui vont sortir même si les médias sont déjà achetés, même s'il y a des tas de groupes qui peuvent contrôler les choses, aujourd'hui, avec l'Internet, avec les journalistes citoyens, etc., on arrive à savoir pas mal de choses. Alors, à froid comme ça, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mais j'aimerais bien avoir quelques réactions de ta part sur l'affaire Epstein d'abord. Bah, alors moi, ce que je vois déjà, c'est que justement sur cette question même de liberté d'expression, etc., ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une forme de montée progressive depuis quelques années. C'est-à-dire, tu as parlé des révélations sur le Pizzagate. Il y a eu ce qui sort maintenant avec la publication des mails et le fait d'Epstein, le fait qu'on puisse travailler là-dessus, que les chercheurs indépendants puissent se servir de cette matière, me rappelle aussi ce qui avait été fait à une époque avec Soros aussi. À un moment donné, avait été publié plein d'informations sur l'Open Society qui étaient diffusées et que les chercheurs indépendants, dont moi, pouvaient utiliser. Mais on voit qu'il y a une forme au fur et à mesure, je dirais, le pouvoir est obligé, enfin le pouvoir américain est obligé finalement de lâcher toujours plus à une population qui veut toujours plus connaître la vérité. Et ça, quelles que soient les intentions hein, du pouvoir en place, hein, de Trump et de son administration, ce qui est intéressant, c'est de se dire que maintenant, pour coller au réel de l'opinion publique, il faut aller toujours plus loin dans la recherche de la vérité. Et effectivement, le premier amendement, ce qui est finalement assez fondamental, je dirais, pour l'Occident dans son ensemble et même pour le monde entier, c'est que c'est aux États-Unis que se sont passées certaines des manipulations contemporaines les plus grosses, hein, comme par exemple le 11 septembre, mais c'est forcément aussi depuis les États-Unis que sont sorties les tentatives de recherche de la vérité les plus grandes. Bah, par exemple autour du 11 septembre, voilà, autour de ensuite le Pizzagate, Soros, etc. Maintenant,
maintenant Epstein. Et bon, qu'est-ce que révèle Epstein? Epstein révèle en fait je dirais presque la hiérarchie réelle des forces qui ont subverti l'Occident politique en fait, puisque finalement vous avez l'appareil de renseignement, une espèce d'appareil de renseignement quasi occulte, est relié à Israël, relié à Londres, et finalement qui domine les États-Unis, et qui de là vient dominer l'Europe. Donc là, on a un peu presque la hiérarchie, je dirais, de l'Occident politique, selon moi, hein, les réseaux financiers de la City, les réseaux du Mossad, qui domine l'empire américain et qui utilisait cet empire pour dominer l'Europe. On a vu, bon, c'était de notoriété, en fait, pour tous les milieux, je dirais un peu politisés de manière sérieuse. Il était de notoriété publique que des gens comme Jack Lang et d'autres étaient des gens profondément corrompus, y compris au niveau des mœurs. Maintenant, on voit que ça fait partie d'un réseau international, et cela valide maintenant effectivement tout ce qui a été taxé de complotisme. Mais je dirais, maintenant, ce qui est taxé, les gens qui utilisent les épithètes comme complotistes, et cetera, me font penser à, je veux dire, ce sont des gens, c'est l'équivalent du système soviétique sur sa fin. C'est-à-dire, ce sont des gens qui Mhm. vivent dans une bulle. Ils ont, en fait, ce que contrôlent encore, c'est les médias de masse. Mais en fait, ils sont plus tellement de masse tant que ça, puisque maintenant, les médias de réinformation drainent plus de monde. Et ils tiennent l'appareil de répression. Voilà. En fait, c'est ça, quand un Mhm. système est totalitaire et qu'il est menacé, il essaye de tenir l'appareil de propagande et l'appareil de répression. Et vous, effectivement, aux États-Unis, vous avez une force, c'est que vous avez le premier amendement et le droit enfin même le devoir d'être armé Le pour un pouvoir, citoyen. oui. Voilà. Mhm. Et moi, j'ai un peu suivi, hein, même il y a quelques années, je me rappelle quand il y avait les milices américaines qui allaient se coaliser ensemble pour se protéger de l'État fédéral qui voulait confisquer des terres, etc. Et il y avait plein d'Américains armés qui arrivaient sur un territoire. Et là, forcément, quand vous avez des hommes armés sur un territoire, eh bien vous négociez avec ces gens-là. Donc ils avaient cette force-là, qui est pour moi la base du politique, c'est effectivement la liberté de parole, et le fait que les pères de famille sont armés. Voilà, ça c'est donc Donc, c'est les trois. tu rappelles cet événement, je voudrais rappeler aux auditeurs, il y a un droit en Amérique de passer même sur toutes les terres fédérales, d'État en État, avec ton bétail. Parce que tu peux Voilà, avoir oui. un bétail qui est originaire du Wyoming, et tu peux passer du Wyoming par le Utah, par le Nevada, par l'Arizona, par le Nouveau-Mexique, et aller jusqu'aux abattoirs au Texas. Et c'est ce qui se fait la plupart du temps. Et donc le bétail a le droit de paître sur les terres fédérales. Mais le Nevada voulait intervenir à un certain moment. À l'époque, à la tête du Nevada, c'était une organisation très démocrate. Il y avait le Speaker of the House, qui était un démocrate du Nevada, Harry Reid. Et donc, il s'était opposé à ce type-là qui arrivait avec tout son bétail, et il avait obtenu du fait qu'on envoie, c'était à l'époque d'Obama, qu'on envoie comment dire, le FBI. Oui. Et donc, il y a 200 agents du FBI qui sont arrivés armés jusqu'aux dents et qui sont opposés, et ils ont dit, ben, vous passerez pas à un type et les membres de sa famille, hein, qui étaient Oui, c'est là ça. en train d'accompagner les troupeaux. Et lui, il a pris son téléphone, il a passé un coup de fil, et d'un seul coup, 2000 hommes sont arrivés, armés jusqu'aux dents, face au FBI. Puis le FBI a fait demi-tour très rapidement, parce que quand on parle du droit de porter arme en Amérique, on n'est pas en train de dire qu'on va porter un petit pistolet, un Uzi ou un Beretta, un truc comme ça. On a le droit d'avoir des bazookas, hein. Donc c'est quand même hautement différent, et ça fera peut-être rire des gens et ils ne comprendront pas. Mais c'est un devoir en Amérique de se soulever contre un État qui deviendrait tyrannique. Et dans ces cas-là, c'est un sens d'obligation, et c'est très patriote de le faire. Donc,
Et ça, c'est quelque chose qui est très difficilement à comprendre en Europe, et notamment, aussi bizarre que ça puisse paraître, en Angleterre. Parce que, et là, je voudrais glisser sur un autre terrain, et on Mmh. reviendra sur l'affaire Epstein, parce que je crois que c'est lié. Je crois que même dans les milieux de droite européens, on voit des choses comme trop bipolaires, hein, et on regarde tout cet axe en permanence entre les États-Unis et Israël, l'AIPAC et tout ça, on le connaît tous. Mmh. Et ça, c'est pas un problème. Mais quand on focalise presque trop là-dessus, on omet de voir une manipulation qui existe depuis des siècles et qui est avant tout anglaise. Quelque part, l'Angleterre n'a jamais digéré l'indépendance américaine, mais même auparavant, il y avait, quoi, depuis Henri VIII, hein, et la scission de l'Angleterre avec la création de l'Église anglicane contre le Vatican, il y a eu cet aspect de, je ne veux pas dire intolérance parce que je n'aime pas ce mot, mais d'intransigeance d'opinion au sein de l'Angleterre qui a été phénoménal. Et c'est pour ça que même des gens qui voulaient revenir à une foi plus pure que la foi anglicane, qui était basée sur une commodité politique, parce qu'ils voulaient des annulations de mariage avec Anne Boleyn et tout ça, etc. Et il y a eu des gens qui voulaient une foi plus pure, qui s'appelaient les puritains ou les pilgrims, Mmh. et qui sont partis vers les Amériques sur le Mayflower en 1620. Ils ont atterri à Plymouth Rock et ils ont commencé une tentative de remise en question de toute l'intransigeance anglaise. Et l'Angleterre a toujours été là et a combattu des centres de recherche de liberté, dont l'Amérique. C'était pas seulement la guerre d'indépendance, mais ensuite c'est la guerre de 1812, et ensuite l'Angleterre a continué à participer, etc. Mais l'Angleterre a fait la même chose par rapport à la France. Il y a une histoire qui est énorme, et encore plus grand contre la Russie, y compris le financement des guerres russo-japonaises et tout cela, etc. Et aujourd'hui, l'Angleterre est la figure de proue en ce qui concerne le fait de continuer la guerre en Ukraine. Oui, Et donc ça, je voudrais avoir ton opinion un peu là-dessus, parce que mais le problème, pas oui, assez de ça. le problème, c'est qu'effectivement, et le problème, c'est qu'aussi, pour moi, ce sont, des, comment dire? Là, tu parles, par exemple, d'Angleterre, mais on voit que finalement, ce sont des il y a un parasitage des puissances, européennes et chrétiennes depuis longtemps, qui a commencé effectivement avec l'Angleterre et qui ensuite s'est étendu progressivement, à l'ensemble de l'Occident. Et on voit maintenant qu'on arrive je dirais à l'apex de ce pourrissement, puisque en Angleterre même, ça devient invivable pour les Anglais eux-mêmes. Donc on voit que cette puissance parasitaire se moque complètement en fait, elle détruit l'hôte dans lequel Mhm. elle est. Et on voit qu'aux États-Unis, eh bien là, maintenant, il y a la prise de conscience que ce parasite peut détruire complètement le pays à tous les niveaux, et que donc il faut maintenant il faut se réarmer face à ça, hein, enfin, à tous les niveaux. Et donc effectivement, la une des têtes, moi je dirais, si on devait prendre une image justement, parce que au départ c'est la chrétienté, hein, dans son ensemble. La chrétienté, c'est l'Église, c'est le corps mystique du Christ, hein. Bien, on peut dire qu'il y a presque donc un corps à plusieurs organes, mais je pense qu'il y a aussi le corps mystique de l'antéchrist en quelque sorte. Et je pense qu'un des organes clés, peut-être la tête ou le cœur, je sais pas, mais c'est la City de Londres. Et en fait, la force de l'Angleterre, enfin de la City, en tout cas, c'est après d'avoir étendu une forme de colonisation en se servant de l'Empire britannique, et puis quand ça a été nécessaire, de dissoudre la forme politique impériale britannique, mais de garder le contrôle sur ce qui est essentiel, hein, donc Les les finances. banques, les banques, et les réseaux, etc. Là où par exemple les Français ont quasiment fait l'inverse. La petite colonisation qu'on a fait à côté de nous, à côté de celle de l'Empire britannique, eh bien nous on a vraiment cru à notre projet, on a vraiment construit des routes, Ouais. on a eu du mal après à se décrocher de ces territoires-là. Les Anglais n'ont pas ce rapport-là, parce qu'en fait
comment dire? Je pense que les gens qui dirigent vraiment, la City et cetera ne se sentent pas, plus anglais, qu'autre chose et en fait, finalement, ils peuvent passer d'un hôte à l'autre. Mais maintenant, la problématique, c'est de plus en plus de en fait, ça va être l'histoire. Moi, je crois beaucoup à cette formule, hein, de Vilfredo Pareto. C'est un cimetière d'élites. Voilà, donc c'est un affrontement Mmh. entre des élites. Mais c'est quoi des élites? Des des, gens qui ont à la fois le patrimoine matériel, mais aussi le patrimoine spirituel, une vision du monde qui fait qu'ils peuvent, en fait, avoir une vision pour l'ensemble de la société, dans laquelle, ils vivent. Donc on a des élites qui s'affrontent et maintenant on a heu, face à ces élites parasitaires, eh bien des élites, de différents pays qui comprennent qu'il y a un problème et que même par pur intérêt, on ne peut pas tout laisser à ces gens-là qui risquent de tout, de tout détruire. Donc je pense qu'il y a cette idée-là et je pense que c'est pour ça que maintenant des choses comme Epstein, ça peuvent sortir parce que, il y a une vraie volonté, de nettoyer ou en tout cas de mettre à distance, de remettre à sa place un petit peu, ces réseaux. Après on peut dire aussi que peut-être que, on nous comment dire? On nous lâche quelque chose parce que maintenant, la subversion est allée plus loin et elle est déjà à une autre étape. Parce que c'est un petit peu ça. Moi, quand j'avais étudié les réseaux Soros, je voyais bien qu'on essayait de faire une espèce de méchant à la James Bond à partir de George Soros, mais que Soros lui-même n'était qu'un élément au sein de quelque chose, de plus vaste. Donc maintenant, il y a peut-être cette Mmh. tentative-là avec Epstein, la création de boucs émissaires. Vous savez, c'est comme si un peu vous avez une hydre, hein, un monstre à plusieurs têtes, eh bien, on peut trancher une Mmh. tête, la lancer en pâture au public et puis on continue sous une autre forme, BlackRock et autres. Maintenant, Ouais. le Mmh. système mute aussi. Donc il y a peut-être cette idée-là, je sais pas. Mais Ouais, alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on retrouve chez Epstein, on peut pas nier tout le côté de perversion sexuelle et tout ça et oui. cetera. C'est à la base. Mais quand, on examine, l'exemple anglais, on le retrouve également avant Epstein même. Mais Heu, dans la Révolution française, on le retrouve aussi avec le marquis de Sade et le autres. En marquis fait, de Sade, bien on le sûr. Mais retrouve, en Angleterre, c'est très poussé, même récemment. On connaît les habitudes de l'ancien premier ministre Edward Heath, qui avait mmh, besoin de petits garçons en permanence et mmh. cetera. James Savile, très proche de la Oui, couronne, oui, bien sûr, oui. même chose. Et il y a je veux pas en faire, une généralisation globale sur chaque Anglais parce que, ça serait injuste. C'est pas que ça fonctionne. Mais il y a quelque chose, pour reprendre les paroles de Shakespeare, de pourri dans cet état de, pas du Danemark dans ce cas-là, mais d'Angleterre, où dans ces élites, il y a un côté, franchement pervers Oui, oui. qui se manifeste et contre lequel s'est insurgé souvent aussi bien l'Écosse que le Pays de Galles, que l'Irlande. Et là, je sais pas, c'est chez les Angles et les Saxes où il y a quelque chose de dominant là-dessus et qui, tu as parlé de l'hydre, qui ressurgit une autre tête de nouveau avec toute cette perversité sexuelle. Et est-ce que, peut-être parce que c'est très populaire, parce que c'est très facile à comprendre, mais ça va focaliser tous les regards, là-dessus dans tous les pays. On le voit en France, on le voit dans pas mal de pays sur ce plan-là. Oui, alors après, est-ce que, en France aussi, il y a quelque chose de pourri, profondément pourri, à la tête de la France. Mais, il y a même, je pense, ça va très loin parce que si on a maintenant, des puissances parce qu'après si on passe au plan géopolitique, qu'on a des puissances, finalement, eurasiatiques qui se disent donc, on va dire illibérales et qui se veulent conservatrices, qui font maintenant de la je dirais qu'au niveau de ou pro-vie même, hein. En Russie maintenant il y a vraiment cette volonté de progressivement de passer du système, je dirais, libéral au sens des valeurs ou politiques, hein, je parle pas au niveau de l'économie, mais vers un système, plus conservateur ou pro-vie. Si aux États-Unis maintenant il y a cette volonté aussi, à la fin l'espace, à l'échelle du monde qui reste, aux forces de subversion ou aux gens qui sont, je dirais, à la anti pro-vie, eh bien ça c'est donc, l'Union européenne
et c'est précisément l'Angleterre et la France. Et en fait, si on regarde bien, la France, dans sa communication politique, la France macronienne, hein, fait du féminisme, du LGBT, etc., vraiment un étendard. C'est-à-dire là où la Russie ou ou l'Amérique de Trump va faire du conservatisme des valeurs son étendard, eh bien la France, voilà, comme l'Angleterre et puis le Canada, hein, qui est toujours sous la domination de la couronne anglaise, hein, vont eux faire du mondialisme et de la subversion leur étendard. Et pourront même dire je dirais aux dégénérés de la planète, ici vous avez un abri. Voilà, ici vous serez en sécurité. Si vous n'êtes plus en sécurité chez le méchant Trump ou chez le méchant Poutine, en France, autrefois on disait heureux comme Dieu en France. Hein, maintenant, ça sera quoi? Heureux comme Satan en France, quoi. Ça va. C'est quand on a vu, et pourquoi ils ont fait cette cérémonie occulte Aux Jeux olympiques? aux Jeux Olympiques. C'est Ouais. pour montrer au monde ça. C'est pour montrer au monde, Hein. on est le pays de ça. Et en fait, parce que quand les Jeux Olympiques, c'est ça, hein, c'est des jeux de tous les pays du monde. Et puis, Ouais. et finalement, donc, et on montre au monde que maintenant, le logiciel de la France, c'est celui-là, avec en mettant en scène de nouveau la décapitation de Marie-Antoinette, etc. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. des choses complètement délirantes, mais qui apparaissent délirantes au sens commun. Mais quand on a un projet, voilà, ces gens-là ont un projet, une vision du monde, ben, il faut montrer au monde qu'on est ça. Donc c'est effectivement problématique. Je dirais, c'est que ça devient un peu, c'est presque comme Carthage face à Rome, quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, donc là, il y a une vraie problématique qui dépasse, je dirais, la politique et qui rejoint là presque la théologie politique. C'est-à-dire, Mmh. on devient le corps politique de quelle force spirituelle finalement en Europe. Et si on regarde les deux premières révolutions anti-chrétiennes, c'est la révolution, et j'irais même anti-romaine, hein, dans le cas de l'Angleterre, hein, c'est la révolution anglaise et puis la révolution française. Mmh. Donc c'est peut-être le cœur de la subversion. Si on regarde la Seconde Guerre mondiale, comment elle a été précipitée dans les événements, c'est vraiment grâce aux intrigues anglo-françaises là aussi. Donc on est dans quelque chose quand même, et on a beaucoup de tout à l'heure, quand on parlait, tu faisais référence à cette phrase de Mark Twain que l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Eh bien, il y a vraiment, là, on ne peut pas ne pas voir, alors qu'on est dans les années 20 du 21e siècle, des rimes avec ce qui s'est passé dans les années 20-30 du siècle précédent. La Euh, République de la Weimar et République de Weimar, avec pareil, hein, République de Weimar, c'était l'effondrement avec des transsexuels, avec toutes les mêmes choses ouais, ouais. que maintenant, et avec donc les intrigues anglo-françaises pour pousser à la guerre enfin, sur le continent européen. Enfin, bref, on a des choses quand même très proches, sans même parler, parce que là on avait fait une émission avec ça sur ce sujet avec Youssef Indy, parce que j'ai fait un dossier sur ça, sur la genèse du mouvement technocratique aux États-Unis, et Joshua Haldeman, le grand-père d'Elon Musk, et justement, donc comment il y a un siècle exactement, donc aux États-Unis, des gens se posaient, et en Amérique du Nord, hein, enfin au Canada, ces gens se posaient les mêmes questions que maintenant. Et donc je montrais la cohérence du projet en fait géopolitique de Trump, qui en fait dans l'idée de faire un continent nord-américain unifié du cercle arctique au Panama, qu'en fait c'était une idée ancienne, et que dans les années 30, le mouvement technocratique qui voulait sortir de l'usurocratie avait déjà un peu les mêmes idées, et que Elon Musk finalement suivait un peu cet agenda-là. Donc on voit effectivement que l'histoire rime, mais est-ce qu'elle va rimer jusqu'à une nouvelle guerre mondiale qui là serait sûrement la dernière? Ça, on Oui, et verra. c'est très intéressant tout ce que tu soulèves, quant aux origines, bon, de la Révolution française, et cetera, où il y avait un bouleversement culturel, où il y avait une dégénérescence, culturelle des croyances,
accompagné d'une laïcité, on fichait en l'air toute notion morale, religieuse, etc. Et c'était vrai en Angleterre, c'était vrai en France, c'était vrai au début de la Révolution russe. Hein. Oui, c'est Il ne ça. faut pas oublier que même Lénine a fait ses cours en Suisse chez les dadaïstes Oui, et où tout était permis, c'était bien avant les hippies, etc. Il y avait les dadas en Suisse. Hein. Et oui, donc, ce même genre de phénomène où, au début, on voulait même abolir en Russie soviétique, juste après la révolution russe en 1917, on voulait abolir le mariage, on avait le droit d'avoir plusieurs partenaires, etc. Et ensuite, ça a changé beaucoup. Les trotskistes, qui étaient les mondialistes, ont oui, perdu leur influence et Staline a cherché à construire quelque chose de bien plus nationaliste. Et quelque part, ça semble peut-être curieux, mais c'est une des fois, et je ne suis pas un pro-stalinien du tout, hein, mais c'est une des 2 fois où Staline a sauvé le monde. oui, Euh, dans le fait d'empêcher la croissance du trotskisme globaliste qui avait ses racines chez les fabianistes, de nouveau anglais, oui, chez lesquels il y avait les eugénistes, les Huxley et tout ça, la naissance plus tard de les Nations Unies, l'UNESCO, l'OMS et tout ça. Et donc, il y a toujours eu ce combat culturel de dégénérescence, notamment sexuelle, et qu'on retrouve de nouveau, et qui est lié aux grandes finances, toujours. Comment est-ce que tu comprends ça? Parce que je sais que tu es une des personnes qui, et ça c'est une très bonne chose, je trouve, qui se penche beaucoup sur la notion de théologie politique. Comment est-ce que tu expliques ça? Alors, bon, si on est directement sur cette idée, je pense que c'est profondément lié au système de pensée. En fait, il y a fondamentalement deux voies, religieuses. C'est, soit, le sacrifice chrétien et donc Dieu s'est fait homme et s'est sacrifié pour sauver, sa création et il a épousé lui-même la forme de l'humanité et il s'est donné en quelque sorte en sacrifice, à lui-même pour rehausser l'humanité au niveau où elle devait être au départ. Soit, on est dans le système où en fait on cherche à sacrifier quelque chose pour des forces, mystérieuses en quelque sorte et qui nous en retour nous offrent quelque chose. Et je pense que les élites, ces élites-là, sont dans quelque chose qui est, de faire des offrandes, et des sacrifices à leur vision qu'ils ont, d'une déité mystérieuse, et je pense qu'il y a cette idée pas forcément, toujours consciente à différents niveaux. Bon après, au niveau quand on voit effectivement tout ce que enfin je veux dire, il y avait un culte autour de ce que faisait Epstein dans son île avec même une sorte de temple et cetera. On avait C'était la luciférien quand même. voilà, c'est ça, voilà. Alors après oui, voilà, mais c'est ça la différence, c'est que qu'est-ce que c'est que Lucifer pour ces gens-là? P Je pense qu'il y a vraiment, une dichotomie entre comment va le voir le chrétien et comment ces gens-là le voient. Eux le voient réellement comme un porteur de lumière. Je me rappelle, il y avait une ancienne, intervention de Bernard-Henri Lévy sur la télé française où il expliquait ouvertement que Lucifer finalement, bon pour le philosophe, Lucifer c'est réellement le porteur de lumière. C'est celui qui Hein. éveille l'humanité, qui lui, fait connaître, transgresser, les barrières que Dieu lui avait mises et en fait, de là, il se libère comme ça, en fait, hein. Et bon, ça, c'est le cheminement presque, je dirais, de l'esprit, à travers l'histoire presque hegelien. C'est on se libère progressivement et on suit comme ça un porteur de lumière mystérieux et je pense qu'il y a un peu cette idée et quand on est en plus quand on grandit au sein d'élites qui sont déconnectées, de la vie réelle, du travail réel, de la nécessité même de la nécessité du travail de production réel, et bien, on peut vraiment s'imaginer qu'on est, en fait, des sortes de dieux, entourés de Hein? gens qui eux ne le sont pas. Après on peut aller et il y a des théologies là-dessus, hein, si on regarde, même les théologies, je dirais du courant, par exemple, au sein du gouvernement israélien actuel, il y a les gens, des sionistes millénaristes, eh bien certains suivent des rabbins qui leur expliquent que eux ont une partie de l'âme que bien ceux qui ne sont pas de leur Ouais. groupe n'ont pas. On retrouve la même chose dans la maçonnerie, donc on peut vite construire
des systèmes. Donc surtout, hein, quand on est dans l'élite, je pense, où on peut se dire, bah, moi, enfin, ça rejoint un peu ce qu'avait dit Macron, dont ça va plus loin que la simple provocation, ou le simple quand il avait dit oui, on croise de tout dans une gare, on peut croiser des gens qui ont réussi ou des gens qui ne sont rien. Voilà, donc il y a pour dans eux, Ouais, dans leur esprit, il y a ça, c'est-à-dire il y a des humains qui ne sont rien, pas parce que les circonstances de la vie font, non, c'est que je pense pensent vraiment qu'il y a des humains qui ne valent rien et qui sont en fait des sortes de bipèdes, voilà, humanoïdes, mais qui ont pas et d'où l'idée même à la fin, de nous remplacer même par des machines, hein, parce que ouais, finalement, parce ça que ce ça sont des PNJ et on est des PNJ, quoi. C'est-à-dire voilà, c'est qu'on ça, voilà, exactement. D'ailleurs, c'est une mentalité qui a suinté, hein, parce que même ce terme finalement de PNJ là un peu, beaucoup de gens l'utilisent maintenant, mais en fait, les élites, font toujours une société un peu à leur image et en fait, maintenant l'individualisme mortifère occidental, il y a cette idée-là un peu. C'est-à-dire que chacun pense qu'il est le joueur du jeu et que les autres sont un peu, les personnages non joueurs et en fait, et ça c'est problématique parce que c'est quelque chose d'étendu à la société entière. Pour moi, ça explique aussi cet individualisme explique beaucoup aussi le fait la chute de la natalité, en plus de tous les phénomènes, je dirais même, de contraception, même, induite, hein, par toutes sortes de mécanismes, dont j'ai parlé, dans le livre, notamment Globalisme et dépopulation. Mais il y a aussi cet état d'esprit où en fait, chacun est un peu une sorte de dieu, qui doit s'auto-réaliser et les autres sont presque, ils font partie du décor un peu, hein. Donc, mais chez les élites, ça, c'est à mon avis poussé de manière, telle qu'effectivement sacrifier des gens, enfin ils vivent dans un je Mmh. pense dans un espace-temps qui est pas le nôtre et qu'on a du mal à concevoir. Et donc, eux nous voient, mais il faut être réaliste. Quand nous, par exemple, on voit, par exemple, je sais pas si on va, je sais pas moi, si on voit des Roms ou si on va dans un pays en Inde où on voit des gens très, très pauvres, on se sent très différent de ces gens. On a même l'impression que vraiment on est, beh, je pense que dans les élites, ils nous voient comme ça, hein. Ils nous voient vraiment, on est très différent d'eux, hein. Pour eux, on n'est pas vraiment, on n'est pas complètement humain. Et donc je pense qu'il y a cette idée que finalement, et avec l'idée que donc plus le sacrifice est élevé, et là ça rejoint, je pense même, l'aspect, autour de la maltraitance des enfants et à la fin même du sacrifice d'enfants et autres, c'est que plus le sacrifice est élevé, et ça c'est ce qui existait, à l'époque du culte de Baal et autres, hein, Mmh. chose contre comment dire? Les Hébreux luttaient contre ça, les prophètes essayaient de lutter contre ça, parce que c'était presque la religiosité normale de tout un tas de populations, dont les élites avaient instauré que finalement il faut faire des Mmh. sacrifices à la déité. Et bon, et encore une fois, quand ce qu'on a vu, lors des Jeux olympiques, montre que, enfin, et puis il y a pas que les Jeux olympiques, il y a eu, je sais plus à quel événement c'était aussi, en C'est Angleterre, où ils et avaient non, mais construit une sorte de taureau géant aussi. Pardon? il y avait l'ouverture du tunnel Alors il y a de voilà, l'ouverture du tunnel du Gothard, exactement. Et Gothard, il y ouais. avait, voilà, où ils avaient repris aussi, thématiques, à la base qui sont du folklore alpin, avec les mais ils les ont sortis de leur contexte pour vraiment en faire une espèce de chose, Truc assez, satanique, hein, de nouveau, voilà, c'est satanique, hein. Et il y a eu aussi, je sais plus quel, jeu c'était en Angleterre aussi, où il y avait un événement comme ça. C'était pas des Jeux olympiques, c'était autre chose, mais des jeux aussi internationaux, où là, ils ont construit une sorte de taureau géant, pareil, qui était vraiment, comme, enfin, ça faisait penser à quelque chose au d'assez, veau d'or. au veau d'or, hein, clairement, avec des sortes de femmes habillées en prêtresses autour, enfin un Ouais, délire, quoi. Et donc régulièrement, on peut comparer ça, par contre, si on veut comparer à l'époque aux Jeux olympiques, de l'ouverture des Jeux olympiques de Sotchi, par exemple, qui était, là, ouais, qui était, enfin, si on compare l'ouverture des Jeux olympiques de Sotchi, juste avant d'ailleurs le déclenchement du Maïdan, donc c'est comme si, le diable occidental avait été excité par cette chose-là et qu'il avait fallu une réponse immédiate. Et si on compare ça avec les Jeux olympiques, à Paris, bon voilà, on voit les 2 modèles de civilisation hein, qui se confrontent. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans, qui a à voir avec ça, avec cette idée de sacrifice en fait, hein, et de est-ce qu'il n'y a pas du côté des élites, une volonté d'équité avec le divin? C'est-à-dire de se prendre pour des dieux eux-mêmes, hein? Et est-ce que la justification, tu as mentionné Baal, dans l'Ancien Testament qui était le mal, le diable et tout cela et cetera d'ailleurs.
quand tu l'as dit, j'ai pensé au fait que Jeffrey Epstein a un compte à la JP Morgan et le nom du compte, c'est Ball. Oui. Et c'est amusant, quoi. Ça peut pas être un hasard, c'est pas un concours de circonstances. Bah, Mais c'est comme le fils Kouchner qui a acheté le 666 boulevard de Manhattan. Donc bon, c'est quand même bizarre. sur la 5e avenue, oui, oui. Voilà, oui. Enfin, oui, Et voilà, Jared bref. Kushner, ouais, ouais, absolument. Ce que je voulais soulever, c'est qu'il y a toute une interprétation talmudique et il y a une focalisation là-dessus, sur le fait que le nom même d'Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Oui, Et donc, pour pouvoir lutter avec Dieu, ben, on se met dans une position quasi d'égal à Dieu. oui. Et dans ce cas-là, est-ce que les gens qui se permettent de lutter avec Dieu, est-ce qu'ils vont pas avoir un mépris naturel pour ceux qui se soumettent à Dieu? Ah oui, oui, c'est très juste, oui, on peut le voir comme ça. Après, c'est toujours pareil, c'est que dans l'Ancien Testament, ça n'était pas, vu, de la même manière puisque, comment dire? Il y avait, en fait, tout est aussi dans cette attente, du Messie puisque dans l'Ancien Hein, hein. Testament, on attend le Messie et quand le Messie qui est venu ne correspondait pas à leurs attentes, ils l'ont refusé, ils l'ont tué. Donc il y a une forme de dynamique comme ça, qui se répercute presque d'âge en âge, c'est que quand ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, eh bien, justement, ils font un sacrifice. Ouais. Mais en faisant même ce sacrifice, on voit qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu, en fait, en quelque sorte. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas échapper, en quelque sorte. Au Moyen Âge, on disait, il y avait cette expression, même le diable porte pierre. Eh bien, ils peuvent Hein, pas, en hein. fait. Je pense qu'ils font quand même la fonction de Dieu, mais malgré eux, en quelque sorte. Euh, et le problème, voilà, c'est si on reste juste à un niveau temporel, on peut avoir l'impression qu'ils gagnent en quelque sorte. Mais en fait, au niveau spirituel, ils perdent et ils permettent presque de faire le tri entre ceux qui sont du Christ et ceux qui sont de Moloch. Mais alors, tu disais lutter avec Dieu ou vouloir être l'égal de Dieu, mais le paradoxe, c'est que la seule manière de, en quelque sorte, redevenir divin, eh bien, c'est de suivre le christianisme, puisque Ouais. dans le christianisme, Dieu se fait homme pour que l'homme redevienne Dieu, en fait. Puisque Dieu, le Fils, est Pour lui-même. qu'ils reconnaissent l'âme, qui est un attachement au divin. Mhm. Voilà, mais en fait, ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a une forme de déification du chrétien au travers de la vie Hein, hein. sacramentelle. Donc en fait, l'aboutissement de ça, ce sont les saints, certains saints, dont Saint Séraphin de Sarov, par exemple, qui a été vu lumineux, c'est-à-dire avec déjà dans cette vie même un corps glorieux. Donc en fait, la seule manière, en fait, en quelque sorte, de sortir presque de sa condition mortelle, c'est réellement de suivre le christianisme. Et ces gens-là empruntent une autre voie, qui est en fait la voie qui a perdu Adam au départ, puisque pourquoi Adam et Ève ont pris le fruit défendu? Parce qu'ils ont pris, et pourquoi ils ont été punis pour ça? Parce qu'ils ont voulu prendre un court-circuit, en fait. Ils ont voulu court-circuiter Dieu. Alors qu'en fait, si on regarde, ils auraient progressivement eu accès à l'ensemble de la connaissance, mais en étant en synergie avec Dieu. Et en fait, ces gens-là reproduisent presque, je dirais, de génération en génération, le péché originel par leur volonté, dès maintenant, d'accéder à ce qui n'est pas permis d'accéder et de refuser la voie humble de la déification qui passe par le christianisme. Voilà. Après, voilà, après le christianisme lui-même s'est scindé en différentes. Là, ce que je donne, c'est un peu une vision plus, je dirais, orthodoxe du christianisme Ouais. et qui est peut-être Mhm. pas celle des évangéliques ou même des catholiques. Mais je pense que pour moi, c'est assez central parce que plus on va arriver vers là, et je pense qu'il y a un autre aspect, sans rentrer dans les peurs, je dirais, millénaristes, mais plus on se rapproche du jubilé des 2000 ans de la mission terrestre du Christ, donc autour de 2030-2033, plus je pense les forces mondialistes et antichrétiennes s'agitent et veulent Mhm. réaliser leurs projets post-chrétiens. Et pour montrer au monde, ouais, on n'a pas besoin du Christ. C'est pour ça qu'ils ont cette obsession
agenda 2030, etc. Parce que pour eux, entre 2030 et 2050, doit s'ouvrir une période qui est la période, en gros, de la réalisation de leur ordre mondial post-chrétien. Et là, c'est Mhm. en train d'être grippé par la résistance, d'abord de la Russie et puis maintenant de l'Amérique. Donc en fait, il y a cette problématique-là. Et il y aura peut-être un autre aspect sur lequel j'aimerais peut-être insister, c'est par exemple si on regarde en fait, pour revenir à des considérations plus géopolitiques, si on regarde quelque chose comme l'Amérique de Trump, on peut se dire mais alors c'est bien ou c'est pas bien? Et en fait, la problématique je dirais en géopolitique réaliste, c'est que un même objet géopolitique peut avoir plusieurs états à la fois en quelque sorte. Et donc, sur certains aspects, ça peut être bien, et sur d'autres, ça peut être même mauvais. Par exemple, pour un Européen, certaines choses peuvent être bien, sur d'autres peuvent être mauvaises. Mais ce qu'il faut voir, c'est, je dirais, si on regarde dans la configuration d'ensemble, euh, plus juste en un affrontement, je dirais, bipolaire, mais vraiment où on prend tous les acteurs en considération, euh, il faut hiérarchiser les ennemis. Et je pense que l'ennemi principal, c'est cet ennemi mondialiste et sataniste, en fait, qui doit, en fait, comment dire, mettre d'accord un petit peu toutes les puissances qui peuvent avoir même des intérêts divergents au niveau presque matériel, mais qui doivent au moins avoir un terrain d'entente commun, c'est celui-là, celui de dégager ces élites-là et voilà, enfin de les contenir, de les faire, oui, de les contenir, parce que c'est ça le rôle d'un État. Mhm, mhm, mhm. D'accord, oui, oui. Oui, c'est très intéressant quand même, analyse. Et est-ce que tu vois une influence directe du conservatisme de valeur, là je dis bien du conservatisme de valeur, qui existe en Russie et qui existe aux États-Unis, dans l'Amérique trumpienne ou trumpiste, ça dépend de l'adjectif qu'on veut Oui. attribuer, sur l'Europe, c'est-à-dire l'influence sur l'Europe. Parce que je crois que même si au niveau des gouvernements, il y a une grande résistance à l'Amérique et à la Russie, de nouveau, la plus grande résistance est anglaise, Ah oui, même alors, plus grande que l'Union mais là, européenne. oui, mais là, au niveau, parce que moi, je distingue vraiment le niveau politique de la population, quand même. Parce que si tu Ah oui, regardes, oui, par bien exemple, sûr, bien sûr. voilà, donc par exemple, la résistance au niveau de la population, on voit qu'elle existe maintenant, enfin, en France et même en Angleterre. Avec la volonté pour les Anglais, ils ont cette volonté. Enfin, il y a eu toutes les manifestations gigantesques. Enfin, il y a quand même cette résistance de la population. Et en France, par exemple, sur le niveau des valeurs, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il y a eu ce film qui a été fait sur l'histoire du Sacré-Cœur, etc. en Oui. France, et qui a, alors que ça est boycotté par la gauche, mais justement l'effet Streisand qui a fait que plein de gens sont allés le voir. Et en fait, on voit qu'en France, alors qu'on pourrait penser qu'on est un pays décadent même au niveau de la population, en fait, il existe un fort socle anthropologique, je dirais, encore normal, mais qui effectivement, eh bien, en fait, en France, on a un pouvoir politique qui fait l'inverse de ce que devrait faire le politique, c'est-à-dire il essaye de contenir ce qui est normal, et vraiment, et de le réduire, de le réduire. Alors que Mhm, le pouvoir politique traditionnel chrétien, lui, il essaye de contenir ce qui est subversif et ce qui existera mhm. malheureusement toujours, hein, puisque le péché existe, mais il essaye de le contenir. Eux, ils essayent de contenir ce qui est normal en France. Mais ça existe toujours. Et des éléments comme le succès de ce film montrent que, en fait, les gens, ou le fait que les baptêmes chez les jeunes gens. Moi, je vois beaucoup ça. Je vois beaucoup Ouais, ouais. chez les jeunes. Ça, c'est intéressant. Les jeunes sont très polarisés. C'est-à-dire, il y a soit les jeunes complètement nihilistes, soit des jeunes qui, en fait, ont compris et, en fait, comprennent très vite et s'informent très vite avec Internet. Et ça fait je dirais comme, enfin, le plus connu aux États-Unis, ce serait Nick Fuentes. Mais en fait, il y a plein de jeunes de cette génération-là Oui. qui ont autour de 25, entre 25 et 30 ans, qui sont très formés, se forment très vite et qui cherchent en fait, eux posent un problème, hein, même au sein de l'Église, ils posent problème puisque ils vont bousculer
je dirais, toute cette Église qui a fait collusion avec le pouvoir satanique, hein. Et de toute façon, tout le monde va devoir bientôt, notamment en France, choisir son camp, parce qu'avec les lois sur l'euthanasie qui arrivent, je veux dire, on pourra plus être des chrétiens tièdes Ouais. qui bénissons la République de Macron. Là, il va falloir choisir réellement. Donc, je pense que c'est pour ça que les années qui viennent seront à la fois des années de persécution, de lutte, mais aussi de peut-être de libération. Mmh. Et est-ce que tu vois tout ça passer par, un souverainisme, par, un accent de nouveau sur les États westphaliens ou, un retour à ce que l'Europe devait être, c'est-à-dire, rien de plus qu'un marché commun et pas une entité politique, ou est-ce que l'Europe va conserver cette image de l'Europe, de l'Union européenne? Heu, Quel avenir est-ce que tu vois, dans l'Europe et dans les pays européens? Alors moi, bah, puisque tu parlais de l'Angleterre, de l'Église anglicane, et cetera, au 19e siècle, il y avait le, cardinal Newman qui était devenu, qui était un anglican qui était devenu, catholique, qui a écrit qui a fait des homélies sur l'Antéchrist. Et dans ces homélies, il explique à son époque, c'est à l'époque où, il explique que, pour les pères de l'Église, une des choses que fera politiquement l'Antéchrist, c'est reconstituer l'Empire romain sans la chrétienté. Et donc il dit: «Comment ne pas voir que Napoléon, ça ressemble déjà à quelque chose comme ça?» Mais il explique, on ne sait pas si Napoléon est déjà, l'Antéchrist, puisque justement dans le christianisme, l'histoire rime en quelque sorte, puisqu'il y a Ouais. des antéchrists à toutes les époques et à la fin, il y en aura un final. Et le cardinal Newman dit: «Bon, ben, en tout cas, Napoléon coche beaucoup de cases». Et ce qui a été, finalement, ce qui a empêché Napoléon, et en fait, Napoléon, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire une unité, de l'Europe sur les valeurs de la Révolution française, mais on va dire, modifiées, avec une forme de césarisme, mais où le politique était au-dessus de la religion et où quand même c'était je dirais la France maçonnique, dominait l'Europe. Bon, ça, c'est la Sainte Alliance, hein, qui a mis fin à ce projet-là. On Napoléon dit avait dit: «La révolution, c'est moi». voilà, voilà, c'est ça. Et en ce sens-là, il y a quelque chose, bah, d'antéchristique, hein, et puis dans le fait de se couronner soi-même, et cetera. Ouais. Bon, au 20e siècle, c'est Hitler qui a retenté le projet. Et là, à nouveau, eh bien, heu, c'est ce projet d'unité européenne, là, sur une idée, racialiste, et cetera. Mais quand on creuse, on voit que derrière le nazisme, il y avait aussi un ésotérisme, hein, et il y avait en fait l'ariosophie, qui était une déviation de la théosophie britannique Ouais. et qui avait finalement été, adaptée à l'idée de race des seigneurs, à l'idée, germanique, en fait. Là où les théosophes britanniques étaient dans l'idée que c'est une Avec élite. Pardon? l'écologie, hein, toute Voilà, la avec philosophie. l'écologie, et cetera, l'écologie profonde, la même chose, l'eugénisme, et cetera. D'ailleurs, il y a un débat intéressant dont je parle dans le livre «Globalisme et des populations». C'est il y a exactement un siècle presque, hein, au début des années 30, il y a eu le débat entre, Huxley et les eugénistes, anglo-saxons avec les eugénistes, nationaux-socialistes. Hein, Et hein. en fait, où les eugénistes, en fait, britanniques disaient: «Non, non, il faut pas un eugénisme racialiste national. Il faut, pour élever le niveau de l'humanité, il faut un eugénisme, global, avec Mmh. une fédération mondiale du genre humain», et cetera. Donc on voit qu'il y avait, cet affrontement-là Mmh. au sein de cette vision. Bref, et donc, Hitler, lui, a tenté, bon, cette unification continentale, elle a été, brisée et empêchée. Et maintenant, à nouveau, là, ce sont les nouveaux, enfin ceux de notre époque, hein, donc les Macron, et cetera, qui tentent de nouveau, l'unité continentale. Toujours, d'ailleurs, ça se finit toujours de la même manière, c'est qu'à un moment donné, il faut faire la guerre contre la Russie, et c'est toujours, et en fait, ça finit toujours l'Europe continentale. Cette tentative est brisée par l'alliance, entre la Russie et la puissance dominante, thalassocratique de l'époque. Donc, là Mmh. maintenant, donc on peut penser que là, ce qui va se passe, c'est pour ça que ça se tend vraiment entre l'Europe et même les États-Unis, c'est que là, à nouveau, l'Europe va être prise et est prise en fait en étau
entre la Russie et poutinienne et le Trumpisme. Et donc, qu'est-ce que ça va donner naissance à quoi? C'est là un peu l'inconnu. Est-ce que moi, je pense que, enfin, le scénario le pire, en quelque sorte, ça c'est un renforcement du totalitarisme euro-mondialiste. Euh, L'option peut-être du moindre mal, ça serait effectivement une déconstruction de l'Union européenne et puis la France qui reprend sa place, puisque finalement l'ADN géopolitique même de la France, c'est de lutter contre les tentatives d'unification continentale, puisque la France est toujours opposée à ça. Et donc c'est peut-être ça. Après, ça peut être, oui, un espèce de scénario. Tout va dépendre en fait de, comment dire, oui, de la résistance de la Russie et du Trumpisme face aussi à ce redéploiement en fait du mondialisme, puisque le discours canadien à Davos a bien montré que bon, maintenant les mondialistes prennent en acte que ils sont plus majoritaires forcément géopolitiquement, mais ils doivent se reconfigurer. Donc, est-ce qu'ils vont Mhm. moi, je pense que ce qu'ils tentent de faire, c'est de faire ce que Staline avait voulu faire, c'est-à-dire Staline voyant justement que le trotskisme et le mondialisme communiste étaient impossibles, il a dit on va faire le socialisme dans un seul pays. Donc je crains qu'il tente de faire le mondialisme dans un seul espace géopolitique qui est l'Union Ouais. européenne. Voilà. Donc c'est problématique pour les Européens. Mais de nouveau, c'est la Russie qui fait partie de l'Europe physiquement, Oui, du moins une partie de la Russie, oui, va s'y opposer. Il y a certains pays de l'Est oui, qui vont s'y opposer également. De nouveau, l'histoire rime parce que à exactement. l'époque napoléonienne, les Rothschild qui avaient financé les deux côtés de la guerre se léchaient les babines et voyaient déjà l'existence d'une Europe qu'ils allaient pouvoir contrôler financièrement. Ils l'avaient dit, hein, c'était au congrès de Vienne, c'était exactement la volonté d'une Europe unie qui était fatiguée par les guerres napoléoniennes, qui était prête à se plier surtout et à abandonner leur liberté. Ils n'avaient pas écouté Thomas Jefferson qui disait que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Et ils allaient perdre toute leur identité au profit d'une technocratie déjà à l'époque. Et le seul qui s'était opposé à ça, c'était le tsar Alexandre Ier, qui a dit niet à tout ça. Et donc, les Rothschild ne lui ont jamais pardonné. Et donc, ensuite, il y a eu une préparation de la guerre des Rothschild par le biais de Jacob Schiff, ensuite même aux États-Unis, et l'immigration forcée à l'époque des pogroms sous Nicolas II vers les États-Unis, et l'organisation par la formation de tous les juifs russes qui arrivaient en Amérique, et ça c'est par le biais de Jacob Schiff que ça se faisait, leur organisation, leur formation au Talmud, aux finances et à l'organisation d'émeutes sociales. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il va y avoir le même genre de salut de l'Europe dans le fait où la Russie ne va pas le permettre et la Russie n'est pas un ennemi dans ce cas-là, mais au contraire, ça sera peut-être une entité salutaire pour le reste de l'Europe, ou peut-être l'Amérique de Trump. Mais je crains que dans la mentalité de la plupart des gens, mais ce n'est pas la plupart des gens qui font l'avenir, hein, ça on le sait, c'est toujours des minorités, mais la plupart des gens se plaignent, en Europe, se plaignent contre Trump parce qu'il n'est pas en train de mener une politique salutaire pour l'Europe. Mais ce n'est pas son rôle. Lui, il est Oui. élu par le peuple américain. Donc, comment est-ce que tu réponds à ces gens-là? Non, mais déjà, là, il y a une vraie problématique, c'est que en fait, enfin, il y a un tel déficit de formation politique élémentaire dans les masses, et c'est volontaire, que bon, pour comprendre ce qui se passe réellement, c'est très compliqué. Et puis surtout, et le problème, c'est qu'il y a aussi un problème de déficit de politique réel, notamment en France,
où même, comment dire, la désinformation est organisée. Et en fait, là, nous discutons. En fait, il y a tout un tas de programmes qui existent, mais de réinformation et des gens de qualité qui vont former les gens, etc. Mais ça ne prend pas une forme, je dirais, métapolitique et politique réelle. Aux États-Unis, pendant, je dirais, toutes les décennies précédentes, il y a eu toutes ces fondations, etc., qui s'organisaient, ces fondations pro-vie, pro-famille, etc., qui, en fait, tout un tas de réalités qui, en fait, ont commencé à faire un maillage de terrain qui permet maintenant cette sorte de révolution conservatrice qui amène maintenant à des retournements complets avec ce que fait Kennedy, par exemple, au niveau de l'alimentation, etc. Enfin, c'est un ensemble de choses que. Et donc chez nous, il y a le potentiel pour ça, il y est. Il y a mais le problème, c'est que l'appareil politique, je dirais, va n'est pas du tout à la hauteur de ça. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on est peut-être à l'échelle 2027, etc., ou enfin une espèce de polarisation entre une droite, euh, une droite qui sera pas au niveau, une espèce de, je dirais, de vichisme sioniste, voilà, pour dire simple, c'est-à-dire des gens qui vont arriver là parce que bon, bah, c'est un peu une espèce de personnel de collaboration avec lequel peut-être les Américains devront faire parce qu'il y a personne d'autre, et ils installeront peut-être ces gens-là, mais ils seront pas au niveau. Et en fait, il y aura la dialectique entre ces gens-là qui sont complètement pro-israéliens en France, avec un décalage avec ce qui se passe aux États-Unis où maintenant ça commence à être remis en cause, et la gauche, comme tu parlais, les méthodes de type Jacob Schiff qui vont jusqu'à Soros, hein, puisque c'est la même chose, hein, c'est toujours la même Ouais, 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 bien méthodologie, sûr. et qui va être la gauche radicale qui va utiliser l'immigration et qui va dire regardez, voilà, et ça va être la même chose qu'aux États-Unis avec une droite pro-israélienne anti-musulmane et puis une gauche anti-israélienne pro-immigration ou pro-musulmane, et une sorte de dialectique qui va s'installer, puisque bon, les mondialistes, hein, c'est les maîtres de la dialectique, comme tu disais, bah, Ouais. ils ont financé les uns et les autres pour ensuite eux-mêmes se placer en alternative aux deux. Là, ça sera la même chose. C'est au bout les deux vont être alimentés. Je veux dire, c'est ce que moi je constate déjà. Tu sais, quand j'ai écrit mon premier livre sur Soros, là, j'ai vu tout de suite un peu tous les conservateurs, etc., qui s'intéressaient à ça. Mais pour pouvoir, je dirais, aller dans leur réseau et même passer, même, je dirais, même maintenant sur CNews, etc., il faut valider Israël. C'est-à-dire, il faut valider, même pas Israël, il faut valider Netanyahou, la politique à Gaza. Donc, il faut vraiment être presque plus jusqu'au boutiste que les Israéliens eux-mêmes, Ouais. puisqu'il y a beaucoup d'Israéliens enfin, qui sont contre ce qui se passe. Anti-Netanyahou, bien sûr. Anti-Netanyahou, voilà. Donc ça, il faut. Donc en fait, et on est dans cette. Et la problématique, ça va être celle-là surtout en France, hein. Et pourquoi ça va être ça? Bon, pour moi, c'est assez simple, c'est que si ça, comment dire, la situation au Moyen-Orient, elle est ce qu'elle est, elle est fondamentalement instable. Le deuxième pays où il y a le plus de juifs après Israël, eh bien c'est les États-Unis. Et après les États-Unis, c'est la France. Donc si aux États-Unis, ça devient compliqué pour le lobby pro-israélien pour eux, eh bien ils vont se replier sur la France. Et à mon avis, c'est un peu le projet qui est en cours. Et donc, et ils savent très bien, bon là, les problèmes. C'est pour ça qu'on voit en France tous des gens qui ont promu tout SOS Racisme, etc. Les copains de Jack Lang, hein, et donc et du réseau Epstein et compagnie, hein, qui ont promu SOS Racisme et la montée du sentiment anti-français en France au sein des populations immigrées, qui maintenant se greffent au sentiment de rejet de l'immigration de la part de la population des Français de souche. Donc c'est très simple pour eux, enfin, ils ont une longueur d'avance, et je dirais, dans leur perspective, ils ont raison de l'avoir, hein. Si en face, il y a que des idiots, tant pis pour les idiots. Et la problématique, elle est là pour nous, je dirais pour le peuple réel, le peuple normal, et puis je dirais les élites populaires réelles normales. Donc, et on va arriver dans une configuration qui, selon moi, est, oui, assez problématique pour ça. Tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un collaborationniste connu, un écrivain qui s'appelait Pierre Drieux-La Rochelle. Il avait écrit un livre qui s'appelait Les chiens de paille. Et en fait, il disait, ça s'appelle Les chiens de paille en rapport au sacrifice justement que font comment dire,
enfin qu'on fait en Chine où on sacrifie des chiens de paille à la place des sacrifices humains. Ouais, Bref, à ouais. l'époque confucéenne, etc. Et en fait, il disait les groupes politiques sont comme des chiens de paille pour les gens, pour les élites en fait. Et lui, il s'était retrouvé engagé dans la collaboration, mais il voyait bien les limites. Et en fait, il montrait dans ce livre, Les chiens de paille, en fait, comment la France était divisée entre des groupes, les gaullistes, les collaborationnistes, les communistes, etc., qui s'affrontaient en interne au sein d'une forme de guerre civile, mais qui étaient reliés à la guerre civile mondiale et où chacun était relié à une forme d'international. Alors les communistes, bah, forcément à l'international communiste et à l'époque à la Russie. Les gaullistes essayaient de s'appuyer sur l'Angleterre, mais en même temps lutter en interne. Et donc ils montraient toute cette configuration. Et j'ai peur que la France, notamment, soit dans cette configuration où elle retombe après l'espèce de, comment dire, de parenthèse gaullienne. On retombe maintenant dans une forme de scénario, un peu de confrontation comme ça, de guerre, si ce n'est civile, mais de Intestine. guerre politique. Voilà, de guerre intestine politique, à l'image de ce qu'il y a peut-être aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, comment dire, une droite un peu plus organisée. Donc voilà. Alors peut-être que les événements vont réveiller des choses aussi en France, hein, parce que moi je crois à ça aussi. Hein, c'est des fois les Ouais. événements réveillent Et des forces. aux États-Unis aussi, on commence à désespérer parce qu'on voyait l'État profond s'ancrer de plus en plus et d'un seul coup, Trump a parlé MAGA Voilà. et et il faut avouer que, à cause des mesures que Trump a prises, il y a plein de choses qui sont devenues possibles aux États-Unis. Mais Oui. il est devenu la voix de la majorité silencieuse, quoi. C'est Oui. en Amérique et parce que la plupart des Américains, heu, ça, c'est quelque chose que peut-être les gens ne savent pas, c'est que l'Américain moyen vote moins que Mmh. dans beaucoup d'autres pays. Alors les gens disent: «Ben, il s'intéresse pas à la politique». Non, il fait pas confiance, a Oui, oui. priori. Bon, chez nous Il y a aussi, beaucoup hein, l'absentéisme, enfin ça a est énorme, quoi. augmenté. Ça a augmenté et c'est peut-être bon signe, Ouais. dans un certain cas mais c'est ce qui s'est passé aux États-Unis et donc mais il y a pas mal de ces gens-là qui sont revenus voter quand Trump s'est présenté Oui, oui, c'est et ça. Mmh. et ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé de très intéressant pendant toute cette période en Amérique, c'est que, je suis même allé en 2015-2016 à certains, rallyes de Trump. Il y en avait un chez nous à Phoenix en juin 2016 encore. Je m'en souviens très bien. J'avais amené un de mes enfants, j'ai 6 enfants, j'ai amené une fille qui vient me rejoindre là dans très peu de temps à ce rallye. Et malgré le fait que la presse se moquait de Trump, disant qu'il ne serait jamais élu ni quoi que ce soit, etc., quelque part, le peuple a compris ce qu'était Trump. Et Mmh. c'était vraiment un mouvement populaire et populiste. Et c'était très, très intéressant parce que il y avait dans les rallyes, et je partage ça avec toi parce que la plupart des gens ne parlent pas de ça et les gens ont besoin d'entendre ça. Dans les rallyes où il y avait 15 000, 20 000, 25 000 personnes selon les salles, selon les arènes et tout cela, il y avait une ambiance qui était extraordinaire, sans on regardait tout ça, mais c'était un retour aux valeurs fondamentales américaines. Une femme pouvait laisser son sac à main sur son siège, aller aux toilettes, sans craindre que quelqu'un lui pique. Mmh. Tu vois? Il y avait tout cet aspect-là de bonté et de gentillesse, d'amour du prochain parmi tous les gens qui retrouvaient, l'Amérique, à laquelle ils aspiraient. Pas par nostalgie, mais par sentiment de on a eu raison de croire en nos valeurs, elles vont arriver au pouvoir, tu vois? Et, Oui, et, et, oui. et tout ce phénomène-là, ben, j'ai pas entendu la presse en parler trop, Mais non, parce c'est que de clair. toute façon, ils ne la comprennent pas. Mais c'était un phénomène que j'ai vraiment ressenti, hein, où les gens, à l'intérieur des rallyes, avaient plaisir à se retourner vers quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissaient pas et de leur sourire et de dire on est les mêmes, hein, on est les mêmes quelque part. Peu importe les différences qu'on a, etc., on est les mêmes.
Et il y avait des gens de toutes les couleurs, toutes les origines, etc., contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a Oui, voulu faire passer Trump pour un suprémaciste oui, c'est blanc. ça aussi. Oui. Bon, c'est des conneries, C'est ça, on le absurde. sait. Oui. Ouais. Et, 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 et et- moi aussi. et donc, pour Oui. moi, j'ai espoir quant à la France sur ce plan-là, parce que euh, à partir du moment où il y a une partie du peuple qui commence à Oui. penser les choses d'une façon, à se les communiquer entre eux, tu vois, à t'écouter quand tu viens parler sur notre plateforme, ou des gens qui vont aller sur ta plateforme pour suivre tout ce que tu fais et qui vont suivre d'autres personnes, c'est à ces moments-là, à défaut d'autres termes, que viendra un homme providentiel, tu vois, Oui, oui. et qui pourra mener le pays vers le bien. Parce que euh, la plupart des gens n'ont pas la force pour aller de l'avant sans pouvoir se mettre derrière un homme providentiel. Même à l'époque gaullienne, Oui, euh, oui. on pouvait être gaulliste que parce que c'était une période gaulienne, hein. Mais c'est ça. Euh, Sinon, ça n'existait pas. Et sans ça, on voit le chaos dans lequel la France aurait pu rester en restant dans la quatrième République. Oui, oui. Mais ce que tu dis là, ces moments de, je dirais presque de, oui, de reprise de sens un peu comme ça communautaire. Moi, je pense qu'on l'a vécu quand c'était les manifestations contre le mariage pour tous. Là, quand il y avait un peu cette ambiance-là, et aussi pendant les gilets jaunes. Oui, Pendant les oui, gilets oui. jaunes, il y avait vraiment cette ambiance-là. Et c'est pour ça que ça a été réprimé durement, hein, et parce que là, ça commençait à les déborder. Et là, mais pour rejoindre par contre la problématique politique, c'est que moi, pendant les gilets jaunes, moi j'ai participé aux deux, à la manif pour tous et puis plus tard aux gilets jaunes. On était un certain nombre de gens de droite, pro-vie, etc., à participer aux gilets jaunes et à dire aux gens de la manifestation Manif pour tous, maintenant, vous devez relancer la manif pour tous au même moment qu'il y a les gilets jaunes. Parce que déjà, ça va redonner une coloration plus conservatrice à ce mouvement qui commence à être attiré vers l'extrême gauche qui travaille avec le pouvoir. Et en plus, ça va créer un effet de masse qui va vraiment mettre en difficulté le régime. Eh bien, ils n'ont pas voulu. C'est pas le moment. Ils ont dit, ah oui, ça serait intéressant, mais ils n'ont pas activé ça. Et ça, c'est la Ouais. problématique, je dirais, pour moi, de la droite en France, c'est que, je suis désolé, mais elle manque de courage réel. C'est-à-dire, mais pour moi, ça, c'est lié même à l'histoire. Voilà, je dirais, c'est presque lié au port d'armes, quoi. Je sais, enfin, c'est ça, au bout d'un moment, enfin, c'est pas, il y a une vraie problématique de courage, quoi, de courage physique même en politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Mhm. il faut être prêt à s'engager même physiquement. Et il y a et en fait, on a tous les gens, la politique, en tout cas en France, elle sert à écarter du champ politique, enfin les gens qui sont vraiment politiques au sens traditionnel, c'est-à-dire qui ont même une virilité politique. Ça sert à les écarter. Et pour garder, et là, c'est pas pour rien, là, il y a un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'il y a autant, et au départ, personne ne se soucie de ça, mais maintenant, il y a un vrai entrisme homosexuel dans les partis de la droite Ouais. parlementaire. C'est vraiment très problématique. Je veux dire, Oui, j'ai vu ça, j'ai vu un chiffre qui est paru où ça disait que 40% des élus du RN sont homosexuels. alors les élus, je ne sais pas, mais en tout cas dans certains cadres, voilà, notamment là récemment, il y en avait un qui a même fait un lapsus lors d'un meeting où il parle à des gens, il dit oui, il y a de plus en plus de monde qui vient nous voir, même lors de ceci, lors de cela, il dit lors de nos soirées chemsex. Et après il dit oui, non, pourquoi j'ai dit ça? Il a un lapsus où il dit ça, le type. C'est-à-dire c'est tellement sa réalité quotidienne qu'il le dit comme ça publiquement parce que on peut pas s'empêcher au bout d'un moment de dire ce Et, qu'on et, est. et, Voilà, et explique-moi, chemsex, voulant bah, ce dire? sont les soirées où les gens prennent de la drogue où les homosexuels prennent de la drogue pour ensuite Ah ouais. pratiquer assidûment leur activité de loisir. Uh-huh. Donc ces Ouais. gens-là, mais je veux dire, c'est problème. Enfin, quand il y en a un, deux, bon, ça, je veux dire, il y en a toujours eu, mais là, ça devient. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Donc là, ça rejoint peut-être la thématique qu'on avait avec avec l'affaire Epstein là au début, c'est que bon, Ouais. au bout d'un moment, en fait, pour corrompre un édifice politique, eh bien, il faut le corrompre par la, je veux dire, les trois fondamentaux, hein, voilà, c'est
c'est la vaine gloire, hein, la gloriole, l'argent et le sexe. Bon, Le voilà. sexe, ouais. Voilà. Donc c'est toujours par là qu'on arrive à corrompre l'homme. Mais c'est quand Mmh. même vraiment problématique quand ça atteint ce niveau-là, à un tel niveau. Et là, on va avoir ce problème que je pense, évidemment, pour moi, il n'y a pas de mouvement politique organisé au niveau, je dirais, électoral ou de masse qui représente réellement la population française. Voilà. Mmh mh, mmh. C'est vrai, Il n'y en a pas. ouais. C'est- Toi, tu crois pas du tout que le RN représente la droite? Alors après, encore une fois, peut-être que comme il y a plus il y aura d'élus, plus il y aura aussi de gens normaux, même dans les élus locaux. Moi, Oui, alors bien je crois plus sûr. à une dynamique des élus locaux de proximité, etc. Là, il y a tout parti confondu, il y a des gens qui lancent là-dedans et qui peuvent être au contraire, enfin, agir juste par nécessité du bien commun. Mais à mon avis, en France, vu notre histoire, les choses, s'il faut vraiment qu'il y ait un changement, ça ne peut pas ne pas passer par une crise politique profonde, qui se Institutionnel. matérialise, institutionnelle, mais même même civique, civile même je pense, hein. Parce que, enfin, Hein, hein. à mon avis, vu qu'on est le pays qui a vraiment, je dirais, matricé, enfin qu'on est la matrice de Ouais. la révolution internationaliste, je pense que c'est dans notre pays qu'il peut y avoir une forme de contre-révolution française qui passera. L'histoire politique, et les Gilets jaunes, on était à deux doigts de quelque chose. C'est pour ça que le pouvoir l'a réprimé durement. Hein, Le hein. problème, c'est que effectivement, on n'est plus. Ça, c'est vrai aussi qu'il faut pas avoir. Enfin, il faut voir l'anthropologie des gens actuellement. C'est Curtis Yarvin là, aux États-Unis qui avait fait une bonne analyse sur ça, où il disait on n'est plus à l'époque juste des émeutes de rue, etc. Il faut arriver à trouver un moyen pour les populistes de consolider leur pouvoir de manière à la fois populaire, réticulaire, mais en même temps qui correspond à l'anthropologie actuelle. Voilà. Donc Mmh c'est mh. vrai que c'est les mouvements de rue, etc., ça sera plus la même forme. Mais il faut réfléchir à comment arriver à Ouais. court-circuiter, euh, le pouvoir d'occupation Oui, médiatico. le moment des gilets jaunes était très intéressant. C'est très bien que tu le soulèves. Moi, je me souviens parce que je me suis retrouvé coincé dans la circulation parce que on était allé avec ma compagne du côté de Sète. Mhm. Et le lendemain, c'était le 17 novembre. C'était un samedi, je me souviens très bien. Je rentrais chez moi en Dordogne. À l'époque, j'étais en Dordogne. Et ben, on n'est pas arrivé jusqu'à la Dordogne parce que ça nous a pris 7 heures pour faire 100 kilomètres. Et on a couché à Castres. Euh, et j'avais compté le nombre de personnes qu'il y avait à chaque carrefour, etc. Et comme j'aime bien les chiffres et j'aime bien ce genre de choses, j'ai fait une extrapolation du nombre de personnes qu'on avait vues sur une route donnée. On était essentiellement dans l'état de l'Hérault, dans l'état, je parle anglais, dans le département de l'Hérault. Et donc, j'ai fait une extrapolation et puis les informations disaient qu'il y avait 200 000 personnes, il y en avait plus de 2 millions. Oui, oui, c'est clair. C'est Oui, oui. l'extrapolation que j'avais faite. Et Ah oui, c'est ensuite, ça. je me suis amusé à m'arrêter souvent sur des ronds-points pour discuter avec des gens et j'étais épaté par la profondeur de la connaissance. Ensuite, on allait dans des cafés pour discuter avec des gilets jaunes, etc., de leur connaissance des structures financières internationales, Oui. etc. C'était phénoménal. Oui, oui, C'était oui, oui. pas du tout euh, comme c'était présenté dans les actualités, que c'était les bouseux, quoi. Ouais. C'était très intéressant de discuter avec tous ces gens-là. Et il y avait vraiment un mouvement de fond, mais il n'y avait pas de tête au Et c'est ça. mouvement. Et ils ont cherché tout de suite à coopter le mouvement par les mouvements d'extrême gauche, etc., etc. Et j'en ai parlé avec mes amis en Russie, qui sont un peu plus, j'allais dire cyniques, mais le mot n'est pas le bon. Ils sont plus Réaliste. clairs, ils sont plus clairvoyants là-dessus. Et, et eux, ils disaient,
Oui, mais il y a eu des choses d'organisées de cette façon-là, et c'était comme une soupape de sécurité qui a été utilisée pour que ça n'explose pas, mais c'était contrôlé. Tu Ah, vois, c'est fort possible. c'est intéressant. Bah, il Donc, y on avait eu pourrait, la couverture de The Economist quelques mois avant, je crois, où on voyait ouais, une sorte de, je sais pas si tu te rappelles, on voyait une sorte de sorcier comme ça sur une montagne et en bas des foules de gens avec des gilets jaunes qui marchaient. Donc on ouais, peut ouais, ouais, bien effectivement sûr. se dire que c'est la soupape. Ah, et tout ce qu'il y a eu ensuite, c'est quoi? C'est après ça c'est les gilets jaunes, ça s'est arrêté au moment de l'incendie de Notre-Dame en fait. C'est ça là Oui, le oui, truc. oui. Et après c'est l'année du Covid-19. Donc enfin on est rentré. C'est effectivement comme si avant de parquer tout le monde, il fallait qu'on ait défoulé tout le monde pour que les gens pour que l'énergie soit sortie. Et ensuite, on pouvait parquer les gens pendant le Covid, C'est des sacrés etc. symboles, hein, plus l'acte soi-disant terroriste Et c'est ça. euh, sur le marché de Noël de Strasbourg, et qui avait empêché Macron de parler à l'heure juste, etc. Oui, Euh, C'était manigancé d'une façon extraordinaire, et ça m'avait fait rire parce que 2 heures après le soi-disant acte terroriste qui était dans un centre commercial, on est en train de filmer les, les policiers spéciaux des forces spéciales en train de raser les murs, comme s'il y avait encore quelque chose qui se oui, passait, mais oui, ça, ouais. une mise en scène qui était exemplaire, quoi. C'est assez amusant quand on connaît un peu plus le fond des choses, mais c'est intéressant parce que un Confucius disait une image vaut 1000 mots, Hum. et on voyait l'utilisation des images pour la communication dans tous ces cas, hein. C'était extraordinaire. Oui, ah, c'est Hein. clair. Y compris l'attaque de ce boxeur sur la police qui est le symbole, il dit bah oui, mais c'est normal de réprimer ce genre de choses, alors que lui, il avait fait parce que les policiers avaient malmené une vieille Oui, dame parmi une les dame, gilets oui, jaunes. c'est ça. Ouais, ouais. Oui, Mhm. bah oui, bah c'est. Et le même genre de choses se passe actuellement aux États-Unis dans les fameuses manifestations au Minnesota, etc. Sauf que maintenant, le peuple américain ne tombe plus dans le panneau. Et ça, c'est assez intéressant. Bon, pour terminer, je voudrais te laisser la parole entièrement pour que tu nous dises comment tu vois les choses à cause d'Epstein, pas à cause d'Epstein ou d'autres choses, se développer euh, en France, dans d'autres pays européens, aux États-Unis, en Russie, au Moyen-Orient, etc., etc. J'ouvre beaucoup de thèmes Ah oui, là dans, c'est oui. Donc je vais essayer de faire court. dans Mais l'année qui vient. Non, je te demande pas d'être Nostradamus, mais dans tes approches d'analyse, ou peut-être même si tu vas pas nous faire des discours prophétiques, de nous parler de quelle est ton approche d'analyse pour comprendre ces choses-là davantage. alors, bah, mon approche justement, c'est d'essayer en fait, de relier les choses dans l'espace et dans le temps, en fait, et de pas être prisonnier effectivement euh, des euh, des narrations dans lesquelles on essaye de nous enfermer, puisque finalement, enfin, le politique, c'est toujours, il faut toujours, enfin depuis toujours, hein, c'est raconter des histoires aux gens pour arriver. Enfin, Platon disait déjà que finalement, le philosophe roi, il doit raconter un bon mythe, un mythe positif aux populations pour les amener vers son projet de société. Mais en fait, c'est ce que fait toujours le pouvoir. Donc, ils peuvent raconter des histoires euh, saines ou malsaines. On voit que finalement, là, il y a dans ces narrations, ce qu'on disait, le pouvoir euromondialiste, lui, a une narration malsaine. Les pouvoirs illibéraux, comme on les appelle, ou post-libéraux, que ce soit en Russie, et là je parle à l'échelle de la chrétienté, parce qu'après on pourrait parler de la Chine, mais c'est encore autre chose, mais à l'échelle là, je dirais de la chrétienté ou donc on voit donc les États-Unis et la Russie qui ont maintenant un discours donc post-libéral, conservateur, mais qui ont et donc ce qui polarise l'Europe vers enfin en tout cas les dirigeants européens vers ce discours euromondialiste et de devenir un peu presque
le canot de sauvetage du mondialisme. Le problème pour la suite, bon, c'est un peu ce que j'ai déjà développé, c'est en fait, moi je vois une chose essentielle, là c'est presque à toi que je devrais poser la question en tant qu'Américain, c'est par rapport à la position, si on va vers en fait, une nouvelle organisation internationale qui donc serait post-mondialiste et qui serait basée sur un ordre des grandes puissances, et qui donc autour des États-Unis, de la Russie, de la Chine, etc. La problématique, ça va être si chacun a sa sphère d'influence, euh, est-ce que les États-Unis vont intervenir en Iran ou pas? Est-ce que voilà, on voit que les forces maintenant qui traînent, cherchent le plus à amener quand même vers la guerre maintenant, c'est les Israéliens, enfin, en tout cas Netanyahou et sa bande. Et pour moi, ça c'est relié immédiatement à l'affaire Epstein. Donc je pense que dans la Euh, volonté de maintenant de faire connaître ces choses-là au public américain et par extension au public occidental, il y a dans l'administration Trump, je veux dire, c'est pas pour rien que l'administration Trump, enfin, laisse exister le discours d'un Tucker Carlson, d'une Candace Owens. Enfin, il y a une volonté, enfin, de répartition. Il y a, je dirais, la coalition des milliardaires sionistes américains qui ont en partie financé Trump et qui entendent, qui le considèrent comme leur débiteur. Mais il y a tout le reste. Il y a donc la base MAGA, il y a la technocratie type Musk, Peter Thiel, qui eux ont un peu sont pragmatiques et puis avec Palantir travaillent avec tout le monde. Voilà, mais au bout d'un moment, la base de la géopolitique, c'est quand même la coordination du contrôle sur la population et sur un espace donné. Donc, et Trump sait bien qu'il ne peut pas se permettre d'aller faire de nouvelles guerres, etc., alors que sa base est isolationniste. Donc moi, je me dis que là, maintenant, ce qu'on va arriver, c'est que après avoir mis à nu le système mondialiste, eh bien, la dernière partie, c'est de mettre à nu le système sioniste. Voilà. Donc, et si on a, ouais. et en tout cas millénariste sioniste, c'est-à-dire dans le sens que le paradoxe d'Israël ou du mouvement qui est actuellement au pouvoir en Israël, c'est que par exemple, en France, on voit qu'Israël se vend comme un État qui serait presque un État souverain et identitaire, comme les autres, qui cherchent à exister, etc. Alors que Israël n'a pas de frontières encore clairement définies, n'a même pas sa capitale qui est reconnue par le monde entier. Enfin, c'est une espèce de projet, en fait, autant le mondialisme était une forme d'impérialisme global, autant là, Israël est une forme je dirais, de millénarisme local, mais avec des réseaux à l'international. Donc je pense que Ouais, c'est un projet anglais de nouveau à l'origine, hein. et un projet anglais, voilà, exactement. Ouais, Donc il y avait un accord entre les pro-sionistes de Theodor Herzl et puis ensuite l'appui de Rothschild avec la déclaration de Balfour en c'est ça. 1917. Et déjà, Churchill était élevé dans une famille d'adoption juive à l'époque, ce qui a créé toute une relation de l'Angleterre avec le côté pro-Israël. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur tous ces points-là, sauf un, c'est que tu as dit que la base MAGA ou la base de Trump est isolationniste. Je ne pense pas qu'elle soit isolationniste, elle est anti-guerre. Oui, Euh, dans ce sens-là, mais j'entendais isolationnisme. Oui, voilà, mais elle n'est pas isolationniste du tout, elle est vraiment anti-guerre. Et j'ai fait un live il y a quelques jours où j'ai parlé de la véritable guerre autour de l'Iran n'est pas entre les États-Unis et l'Iran, c'est pas une guerre potentielle là. La véritable guerre, c'est entre l'Amérique de Trump et Israël, l'Amérique de Trump et Netanyahou, l'Amérique de Trump et les néocons et les va-t-en-guerre américains. C'est là où est la véritable guerre. et alors, Et comment tu oui, expliques que les réseaux, par exemple, les relais, heu, je dirais du trumpisme politique en France, ce sont souvent, des pro-israéliens, voire, des sionistes eux-mêmes. Donc il y a un peu une problématique. C'est est-ce que j'ai le droit de le dire ouvertement? ah bah, c'est ton émission, c'est pas la mienne, tu fais ce que Ça tu veux. ça s'appelle de l'argent. Ça s'appelle d'où est-ce que j'obtiens mes financements. Oui. Voilà. Alors, c'est pas systématique.
il y en a qui vont être assez forts pour obtenir de l'argent, etc., donc qui vont être pro-sionistes, parce que l'argent vient et il coule d'organisations sionistes américaines vers certaines organisations de droite en France. Puis il y en a d'autres qui se rattachent parce que c'est bon de s'attacher par opportunisme politique éventuel. C'est la stratégie, aussi simple que ça. Et il y a d'autres personnes qui y croient également. Donc, je ne veux pas caser tout Oui, le oui. monde Mais ce dans que je veux ce dire, c'est que c'est problématique par rapport à tout ce qu'on a évoqué avant. C'est-à-dire, moins. si on veut qu'il y ait une révolution conservatrice en France, comme il y a eu aux États-Unis, il faut s'appuyer sur d'autres forces que ces gens-là. Parce que ces gens-là sont une branche pourrie, voilà, en gros, pour les Américains. Oui, C'est juste ça que je vois. sans doute, mais je crois qu'à certains moments, par opportunisme, ils comprendront qu'il faut se rallier quand même à une cause qui va être plus grande Oui, qu'eux-mêmes. Si tu veux, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas les écarts qu'il y a au sein de MAGA, pourquoi il y a des Nick Fuentes, des Tucker Carlson, des Candace Owens, etc. Et d'autre côté, il y a Trump. Comment est-ce que ça peut coexister tout ça? Ben, c'est simple. Trump a besoin de c'est Tucker ça. Carlson, de Nick Et oui. Fuentes, Candace Owens pour tirer la tendance vers l'idéologie. Mais ce qui permet à Tucker Carlson, Candace Owens et Nick Fuentes de s'exprimer, c'est le pragmatisme de Trump Mm. qui a permis à Elon Musk de redonner la liberté de parole avec Twitter, X et tout ça, etc. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'idéologie qui va tirer dans un certain sens et le pragmatisme stratégique, managérial, qui va être celui que Trump est obligé d'appliquer. Tu vois? Tout à fait. Donc, Entièrement d'accord. je crois que c'est comme ça qu'il Oui, faut le oui. comprendre. Mm. Mmh. Ben, écoute, moi j'étais ravi de cette conversation, Pierre-Antoine. Il faudra qu'on refasse ça. Ah oui, avec grand plaisir. Oui. Maintenant qu'on a appris à se connaître davantage, ensuite on pourra faire des choses sur des sujets bien plus pointus Oui. Mhm. où j'aimerais entendre des tas de tes impressions sur, par exemple, l'entretien que tu as fait avec Dugin, qui a répondu d'une façon très intéressante, où il a parlé des 3 grandes tendances qui Oui, existent, c'est ça. etc. Mhm. C'était passionnant, mais je crois que j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, de comment tu vois la Russie, par exemple. Il y a Oui. d'autres thèmes qu'on va cerner, on va chercher à axer davantage là-dessus. De nouveau, je te remercie pour tout ceci. Est-ce que tu peux nous dire où les gens peuvent te suivre? On voit qu'il y a la pierre-antoine-plaquevent.substack.com Oui. et c'est là où ils peuvent te suivre le plus Oui. facilement. Le plus Est-ce que facilement, c'est tu là. est-ce que tu veux mettre en avant, certains de tes livres également? Bah, en fait, j'ai écrit, 4 livres, hein. Le premier c'était Soros et la société ouverte métapolitique du globalisme, dans lequel je reliais Soros à l'ensemble, justement, un peu de tout ce qu'on a évoqué, hein, de l'histoire de la finance mondialiste et cetera et comme à la fois en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est dans mes livres, chaque fois partir de choses très concrètes dans la praxis politique et remonter le fil jusqu'à l'organisationnel et enfin jusqu'à à l'idéologique et même au métaphysique qui structure le politique, voilà. Donc le premier livre sur Soros et ses réseaux et le mondialisme. Le deuxième, Globalisme des populations, où là je montre vraiment, j'ai fait une étude assez poussée sur comment le mondialisme utilise la biopolitique et tous les outils eugénistes, mais adaptés même, hein, dans notre société contemporaine au tel point on ne les identifie même plus comme des outils eugénistes. Le troisième livre, c'est un livre plus purement géopolitique qui s'appelle Société ouverte contre Eurasie, où là je reprends un peu les fondamentaux comme Mackinder, etc. Et comment en fait les mondialistes conçoivent le système international et comment ils essayent de maintenir les équilibres en leur faveur. Et là encore, fais des enquêtes qui sont pas trop montrées, hein, sur, par exemple, on parle souvent de Mackinder dans les milieux géopoliticiens, mais on ne montre pas que Mackinder était lié à la société fabienne et à tous ces groupes-là d'influence britannique. Donc c'est pas pour rien qu'il a eu aussi sa pensée a aussi influencé beaucoup les leaders britanniques. Et enfin, le dernier livre que j'ai coécrit avec Youssef Indy,
Israël à la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme, où là je montre l'idéologie qui sous-tend l'actuelle administration en place en Israël, et je fais le lien avec en fait l'histoire religieuse en fait du sionisme, et avec le projet de reconstruction du temple de Jérusalem, qui est en fait leur projet géopolitique, avec cette idée que Israël pour eux doit devenir plus qu'une puissance locale, mais une sorte de Vatican en fait, d'un Mmh. nouvel ordre mondial religieux en fait. Mmh. OK. Bon, bah, écoutez, très bien. Ce que je vais vous demander, tout ça à nos chers auditeurs, c'est de laisser des commentaires, parce que je voudrais savoir, dans les commentaires, quels sont le ou les points principaux qui ont été évoqués par Pierre-Antoine Plaquevent, lors de notre conversation, qui vous ont peut-être ouvert l'esprit sur d'autres aspects et que vous voudrez revéhiculer envers d'autres personnes, ou peut-être qu'ils ont tout simplement confirmé ce que vous présupposiez déjà. Mais ce serait intéressant qu'on sache quels sont les points qui vous ont touché le plus et qui vous ont plu le plus, en fin de compte. Donc, merci de nous avoir écoutés. Pierre-Antoine, merci pour tout ton temps. Et je dis bah, à la prochaine fois sur Point de rupture. Merci John.